90%. C'est le nombre de films muets que l'on estime aujourd'hui perdus à jamais. Ce sont des œuvres qui furent autrefois vues et aimées par de nombreuses personnes. Des films qui ont été commercialisés et qui ont eu leur place dans l'histoire du cinéma et que l'on ne reverra pourtant plus jamais. C'est une vérité implacable pour chaque forme d'art, toutes les œuvres, même les plus prestigieuses et les plus importantes, disparaîtront un jour. Et Schill a écrit une centaine de pièces alors qu'il ne nous en reste plus que 7 de son cru aujourd'hui. Et on a perdu des films de Murnau, de Méliès, ainsi que la quasi-intégralité des productions de J. Gordon Edwards, un réalisateur ayant joué un rôle majeur dans l'histoire de la 20th Century Fox. Un film peut disparaître pour de très nombreuses raisons. La censure, la disparition de ses copies, ou encore, celle qui était le fléau des films muets, les incendies de studios dans lesquels étaient détruits les bobines des films. Aujourd'hui, on va se pencher sur un film qui a été victime de tous ces facteurs à la fois. Un film légendaire entouré d'une histoire complètement folle, l'un des tout premiers scandales religieux causés par le cinéma, ayant donné une bataille juridique féroce entre son réalisateur et son producteur, qui n'a été disponible pendant des décennies que dans des versions douteuses, avant de réapparaître soudainement d'une façon aussi improbable que miraculeuse. Ce film, c'est La Passion de Jeanne d'Arc de Carl Theodor Dreyer. Il s'agit de l'une des premières adaptations de l'histoire de la pucelle d'Orléans au cinéma. C'est un personnage mondialement connu étant d'une importance capitale dans l'histoire de la France et du christianisme. L'histoire d'une jeune fille ayant reçu des voix célestes lui ordonnant de prendre les armes afin de repousser les Anglais hors de France lors de la guerre de 100 ans. Elle se battit avec ferveur tout au long de sa courte vie, réussissant à faire sacrer le roi Charles VII, à gagner plusieurs batailles malgré son inexpérience, avant d'être capturée et brûlée vive par les Anglais suite à un procès truqué et expéditif, un symbole de pureté et de bravoure juvénile et l'une des héroïnes les plus populaires et influentes au monde. C'est également l'un des personnages historiques les plus adaptés au cinéma, avec Jésus-Christ, Napoléon ou encore Louis XIV. Et à raison. Est-elle animée par la foi, par la quête de gloire, par sa loyauté envers son roi, envers la France? Est-elle pure? Est-elle vraiment en relation avec Dieu? Est-elle folle, animée par la haine? Est-ce un peu des deux? A-t-elle des désirs, des peurs? Tant de questions qui font d'elle un personnage historique très intéressant à transformer en personnage de fiction. Les possibilités offertes par son histoire sont presque infinies. Là où Luc Besson a fait de sa version de la pucelle une guerrière folle de rage et sans intérêt narratif, Dreyer a fait de Jeanne un personnage beaucoup plus humain, touchant à quelque chose d'universel, de profondément beau et émouvant. Comment ce projet gargantuesque a pu voir le jour à une époque où le cinéma n'en était qu'à ses débuts? Quel a été le scandale monumental qui a accueilli sa sortie? Comment a-t-on pu perdre un film si important et comment a-t-il été retrouvé avant de changer à tout jamais l'histoire du cinéma? Toutes ces questions, nous allons y répondre aujourd'hui dans ce 4e épisode d'Autopsie, une série de vidéos dans laquelle j'ausculte le cadavre d'un film ayant été un échec commercial afin de déterminer les causes de sa mort. Avant de commencer, je tenais à remercier Le Hussard, avec qui j'ai eu la chance de faire une vidéo sur le film Illusion perdue de Xavier Ganoli, il y a quelques semaines. La littérature étant l'une de mes plus grosses passions en dehors du cinéma, je découvre très souvent des textes fascinants grâce à lui. Il tient une excellente chaîne et c'était un honneur pour moi de faire une vidéo avec quelqu'un dont j'admire le travail. Je voudrais également remercier Kineon Pi, ma dessinatrice, à qui je dois les chippies de la chaîne et ce fantastique nouveau logo qui illustrera désormais mes vidéos. Elle fait des dessins dans un style inspiré par Scott Pilgrim et vous pouvez également lui commissionner des artworks si vous accrochez à son style. Ça fait déjà plusieurs mois que je travaille avec elle et elle ne m'a jamais déçu une seule fois. Je suis très honoré de travailler avec des gens talentueux et motivés qui m'aident à porter cette chaîne vers la meilleure direction possible. Et sans plus tarder, commençons cette autopsie. Avant de parler du film, il faut un peu parler de l'homme qui en est responsable, son réalisateur, Carl Theodor Dreyer. C'est un réalisateur danois un peu mystérieux, qui n'a jamais révélé beaucoup de choses sur sa vie privée. Il se concentrait surtout sur ses films et il était très perfectionniste. Il investissait des années de travail dans chacun de ses films, ce qui était plutôt rare à une époque où le cinéma n'était pas encore considéré comme un art. Il a réalisé la majorité de ses films avant les années 30. À cette époque, le cinéma n'était considéré que comme une industrie générant des spectacles dont le seul intérêt était de divertir et de rapporter de l'argent. L'approche de Dreyer du cinéma était donc très en avance sur son temps, et ça n'a pas joué en sa faveur. Son perfectionnisme et ses intentions artistiques ont fait qu'il n'a réalisé que 14 films en 50 ans de carrière. Mais il s'est trouvé quelques amis pour l'aider à financer ses projets, dont la Société Générale des Films, une boîte de production aujourd'hui disparue, qui avait pour particularité d'être complètement tarée. C'est la meilleure façon de la décrire. Blague à part, outre La Passion de Jeanne d'Arc, elle est surtout connue pour le Napoléon de la Belle Gance, un projet gargantuesque sur le célèbre empereur français, qui pourrait faire le sujet d'un futur épisode tant son histoire est incroyable. C'était un film de plus de 5 heures ayant coûté une fortune pour toutes ses innovations techniques, notamment le fait qu'il fut filmé avec 3 caméras en simultané pour créer une image extrêmement large, ce qui fit que les salles avaient besoin de 3 écrans et de 3 projecteurs afin de diffuser le film. Et donc, malgré qu'il fut un succès critique énorme, le film fut projeté dans peu de salles et rencontra un échec commercial cuisant. Retenez bien Napoléon, on en
en reparlera plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, je voulais surtout vous montrer que la Société Générale des Films était une boîte débordante d'ambition qui avait envie de faire des films grandioses sur l'histoire de la France. C'est donc après le succès de son film, Le Maître du Logis en 1925, que Dreyer fut invité par la Société Générale qui lui proposa de faire un film sur une femme importante de l'histoire de France. Dreyer hésita entre plusieurs candidates, comme Catherine de Médicis ou Marie-Antoinette, mais il décida finalement d'en faire un sur Jeanne d'Arc, qui à l'époque venait récemment d'être canonisée, déclarée sainte, par l'Église. Dreyer s'intéressa à Jeanne d'Arc pour la souffrance qu'elle ressentit au cours de son procès expéditif, qui résulta en son exécution sur le bûcher. On ne voit rien de ses exploits militaires dans le film, ni du parcours qui l'a mené à devenir une guerrière au service de la France. Le film se concentre sur sa souffrance et sa fin tragique. Dreyer déclara « Je voulais faire un hymne au triomphe de l'âme sur la vie ». Avant de lancer la production du film, il étudia pendant 1 an les retranscriptions écrites du procès, afin de pouvoir créer au cinéma la reproduction la plus réaliste possible de ce dernier. Il tira d'ailleurs les dialogues de son film directement de ces retranscriptions. Les difficultés commencèrent avant même le début du tournage. Dreyer eut beaucoup de mal à trouver une femme pour interpréter le rôle de Jeanne. Les plus grandes actrices de l'époque, comme Madeleine Renaud ou Marie Belle, ont refusé le rôle à cause des exigences démesurées de Dreyer. Et le fait que la version de Jeanne de ce film allait avoir le crâne rasé ne les encourageait pas du tout. C'est grâce à une rencontre miraculeuse que Dreyer trouva l'actrice parfaite pour tenir le rôle principal du film. Une femme exceptionnelle qui par ce rôle unique au cinéma marqua à tout jamais l'histoire du 7e art. Cette personne, c'est Renée Jeanne Falconetti. Cette rencontre, il la fit en allant voir une pièce de théâtre, La Garçonne de Victor Marguerite, dans laquelle Falconetti tint le rôle principal. On reparlera plus tard de sa performance exceptionnelle dans ce film, mais sachez qu'elle est en grande partie responsable de la légende de la Passion de Jeanne d'Arc. Dans le documentaire Carl T.H. Dreyer, My Métier, dont je me suis servi pour écrire et illustrer cette vidéo, sa fille raconte la rencontre entre sa mère et Dreyer. Falconetti a été séduite par le côté extravagant du projet et aussi par la personnalité extraordinaire de Karl Dreyer. Donc, elle a donné son accord et le fait que le personnage devait avoir la tête rasée, ce qui avait effrayé les autres actrices, ce fait ne l'a pas arrêté. Trouver le reste des acteurs fut plutôt facile. Le tournage du film commença, et il fut laborieux. Dreyer avait une idée très précise de son film en tête et il imposait des conditions strictes à ses acteurs. Toute forme de maquillage était catégoriquement interdite et tous les acteurs avaient pour obligation de se raser la tête. Mais ça n'était rien. Ce qui coûta cher à la Société Générale des Films fut la construction d'un château en béton fidèle à celui qui existait à Rouen durant le Moyen-Âge, avec un pont-levis, une chapelle et une salle de torture. Sauf que ce château ne fut pas du tout construit de sorte à faciliter le tournage, ce qui fit que l'équipe eut à de très nombreuses reprises des difficultés pour installer leur matériel. Ils ont même dû creuser des trous dans le sol afin de tourner certains plans. Mais ce château a l'air un peu étrange avec ses toits mal formés et son architecture lisse. C'est parce qu'il a été conçu par Hermann Warm, le même homme derrière les décors du cabinet du Dr Caligari, un des films pionniers de l'expressionnisme allemand. Ce fut d'ailleurs l'un des tournages les plus chers de son époque, ayant coûté 7 millions de francs. Après un tournage difficile, Dreyer passa des mois à monter le film avec un soin méticuleux pour être sûr de choisir la prise parfaite pour chaque plan. Il regarda pendant des heures et des heures les rushs avec Falconetti pour s'en assurer. La Passion de Jeanne d'Arc avait été à l'origine conçue pour être un film parlant, mais Dreyer dut finalement se rabattre sur un film muet à cause des limitations techniques de la Société Générale des Films. Ce qui explique l'abondance d'intertitres, ces petits panneaux sur lesquels sont écrits les dialogues dans les films muets. Le premier film parlant de l'histoire, M. le Maudit, n'arriva que 3 ans après la sortie de La Passion de Jeanne d'Arc. Le film fut diffusé lors d'une séance privée pour la première fois en avril 1928 avant de sortir publiquement en octobre de la même année. Comment a-t-il été accueilli? C'est ce qu'on va voir tout de suite. La sortie publique du film a été retardée par des nationalistes qui ne voulaient tout simplement pas voir le film, voyant en lui une aberration qu'il serait scandaleux de sortir. Beaucoup de gens pensaient que Dreyer, n'étant ni catholique ni français, ne pouvait faire un bon film sur Jeanne d'Arc et qu'il allait forcément trahir le personnage. Le film faisait aussi l'objet de plusieurs rumeurs qui étaient totalement fausses, notamment celle qui disait que Lillian Gish, une actrice états-unienne très en vogue à l'époque, allait tenir le rôle principal. Le gouvernement et l'archevêque de Paris eux-mêmes ont demandé à ce que des censures soient faites, principalement à cause du très mauvais rôle qui était donné aux différents prêtres dans ce film, étant représentés comme des vieillards aigris et vicieux qui torturent Jeanne et lui mentent pour obtenir de faux aveux de sa part afin de légitimer son exécution. Cette dernière scène a d'ailleurs été retirée à la sortie du film, mais cela ne l'a pas empêché d'être interdit en Grande-Bretagne, car ce film donnait par extension une très mauvaise image des Anglais. La Société Générale des Films a dû donc se soumettre à la censure et ordonner plusieurs coupures, qui ont mis Dreyer hors de lui. Et il a d'ailleurs commencé à perdre le contrôle sur sa création. Les versions de la Director's Cut furent détruites dans un incendie, poussant Dreyer à refaire une autre version du film, utilisant des rushs qui ne furent pas utilisés dans la première version. Il n'eut pas son mot à dire sur la musique qui fut utilisée pour accompagner le film, mais c'était la norme à l'époque. Et malgré toutes les censures appliquées pour plaire aux détracteurs du film et pouvoir le commercialiser, il fut un échec commercial total. Si le film rencontra un succès critique retentissant, ce fut un désastre au box-office et tous ces éléments causèrent une violente dispute entre Dreyer et la Société Générale des Films, ces derniers décidant de rompre prématurément leur contrat avec le réalisateur danois. La Passion de Jeanne
d'Arc devant être à l'origine le premier film du réalisateur produit par leur boîte. Dreyer accusa la Société Générale de s'être lâchement pliée aux exigences du gouvernement et de l'archevêque, la boîte accusant de son côté le réalisateur de ne pas avoir assez montré le château dans le film, ayant coûté une fortune. Avec l'échec de la Passion de Jeanne d'Arc et de Napoléon, la Société Générale des films croula sous les dettes et elle fut obligée de mettre la clé sous la porte. Dreyer et Falconetti rencontrèrent également des difficultés dans leur carrière par la suite. Dreyer ne put réaliser des films pendant des années à cause de son procès avec ses producteurs, dont il ne fut libéré que grâce à la fermeture de la Société Générale des films. Il eut beaucoup de mal à retrouver du travail après la sortie de la Passion de Jeanne d'Arc, et ce film le hanta pendant toute sa vie tel un spectre de nitrate d'argent. Il réalisa quelques autres films tels que Vampire, qui joua un rôle essentiel dans la création des films de vampires, aux côtés des films comme Nosferatu de Murnau. Mais il ne produisit jamais rien dont il fut aussi fier que la Passion de Jeanne d'Arc, qu'il considéra jusqu'à la fin de ses jours comme son chef-d'œuvre. Et c'est encore plus triste quand on sait qu'il est mort en pensant qu'il ne restait de son film que des bribes éparses et des versions contraires à sa vision, et que celles qu'il avait conçues étaient perdues à jamais. Il travailla d'ailleurs sur 2 projets tout au long de sa vie qui avaient pour ambition d'être des films de l'envergure de la Passion de Jeanne d'Arc. Le premier était un film sur Médée, que Dreyer ne put réaliser, mais dont le scénario fut adapté en téléfilm des décennies plus tard par Lars von Trier. Et le second était ni plus ni moins qu'un film sur Jésus-Christ, qu'il ne put jamais faire, ce qui aurait été vraiment intéressant et aurait été une belle apogée pour sa filmographie qui regorge de références à la religion chrétienne. Pour Falconetti, malheureusement, la fin de sa carrière fut encore pire. Elle ne joua plus jamais dans un film après la Passion de Jeanne d'Arc et elle mit fin à ses jours en 1946, rongée par de sévères problèmes psychologiques. Une fin tragique pour 2 personnes ayant marqué l'histoire du cinéma avec un seul film. Le produit de leur travail fera d'ailleurs, dans les décennies à venir, l'objet de plusieurs retouches déformant leur vision, pour créer des versions douteuses ne rendant pas hommage à leur œuvre, comme on va le voir dans la 3e partie de cette vidéo. Comme je l'ai dit, les copies de la version originale du film ont disparu dans des incendies, comme c'était malheureusement souvent le cas avec les productions de l'époque. Dreyer a dû refaire une version pour se plier aux censures exigées par le gouvernement, l'archevêque et les nationalistes, version qui disparut également dans un incendie. Dans les décennies qui suivirent sa sortie, la Passion de Jeanne d'Arc fit l'objet de plusieurs remontages par de nombreuses personnes qui ont essayé de reproduire une version du film, plus ou moins fidèle à la vision de Dreyer. En 1933 sortit une version de 61 minutes, soit presque 1 heure de moins que la version originale, qui ajouta la voix d'un narrateur et retira tous les intertitres du film. On pense surtout à celle de l'historien du cinéma Joseph-Marie Loduca, qui en 1951 découvrit une copie de la 2e version qu'il publia après lui avoir apporté quelques modifications. Il a notamment changé la musique, remplacé la plupart des intertitres par des sous-titres et remplacé le fond noir des intertitres qu'il a laissé par un vitrail d'église, afin de moderniser le film. Cette version fut conspuée par Dreyer, dont il critiqua principalement la musique, qui desservait la Passion de Jeanne d'Arc, selon lui, car elle venait d'une période historique ayant eu lieu après le Moyen-Âge, et qu'elle était trop bruyante à certains moments du film où le silence aurait eu un meilleur effet. Une autre version fut produite par l'Institut du film danois, essayant cette fois-ci de se rapprocher au maximum de la vision de Dreyer, mais ce ne fut pas une grande réussite. Le film resta donc accessible seulement dans ses versions composées de bouts de versions brûlées et disparues du film, des abominations dignes d'une nécromancie cinématographique. Jusqu'en 1981, où une découverte aussi improbable que miraculeuse eut lieu. De tous les endroits sur Terre où le film aurait pu être retrouvé, on découvrit une version originale du film de Dreyer, une director's cut, dans un asile psychiatrique en Norvège. Que faisait une copie de ce film dans un asile psychiatrique? L'une des hypothèses les plus probables veut que quelqu'un aurait emprunté ou volé une copie de ce film pour en faire une projection et qu'il ne l'aurait pas rendu ensuite. Mais nous n'avons aucune certitude et nous ne connaîtrons sans doute jamais la vérité. C'est tout simplement le plus grand mystère du cinéma français et sans doute l'un des plus grands miracles de l'histoire du 7e art. Un énorme fantasme d'érudits et de cinéphiles est devenu réalité. Quelques années plus tard, le film fut ramené en France où l'on confirma qu'il s'agissait bel et bien d'une director's cut, avant de le restaurer et de le diffuser. Depuis, La Passion de Jeanne d'Arc a eu le droit à une existence plus paisible et plus sûre, étant disponible dans sa version originale non censurée et étant soigneusement entretenue par des conservateurs du patrimoine cinématographique qui ont créé des sauvegardes du film dans tous les formats de vidéos qui sont apparus au fil du temps. VHS, DVD, Blu-ray, copie numérique. C'est donc une fin heureuse pour un film qui, ironiquement, a subi le même destin que l'héroïne qu'il met en scène, étant victime de fausses accusations par des religieux qui voulaient le voir disparaître, subissant des choses abominable étant brûlé avant de connaître une sorte de résurgence en tant qu'icône historique marquant les esprits des générations à venir. Mais je sens qu'il y a une question qui pend à vos lèvres tel un buffle à une branche de cerisier. Pourquoi ? Pourquoi ce film est si important alors qu'il va bientôt avoir 100 ans, que les technologies du cinéma ont énormément évolué, offrant beaucoup plus de possibilités qu'à l'époque, que d'innombrables films sur Jeanne d'Arc ont été faits depuis, mettant en scène des versions tout aussi fascinantes du personnage? Pourquoi après tout ce temps et tous ces films, La Passion de Jeanne d'Arc reste une référence parmi les cinéphiles et l'une des œuvres les plus importantes du 7e art? Je vais répondre à cette question dans la 4e partie de la vidéo.
Si Dreyer est l'égal des plus grands par le langage, il est supérieur aux plus grands par son propos. Et s'il est vain et probablement impossible de choisir le second chef-d'œuvre du cinéma, il est aussi impossible d'hésiter en ce qui concerne le premier. La Passion de Jeanne d'Arc est le plus beau film du monde. C'est en ces mots que Chris Marker, l'un des réalisateurs de la nouvelle vague les plus importants qui soit, s'exprima au sujet de la Passion de Jeanne d'Arc. De nombreux grands réalisateurs de sa génération, tels que Jean-Luc Godard, François Truffaut ou encore Henri-Georges Clouzot, sont venus rendre hommage personnellement à Dreyer, dont le style cinématographique a fortement inspiré le leur. Dreyer est un réalisateur tout aussi important dans l'histoire du cinéma français que pour celui du Danemark. Il est aux côtés de Lars von Trier, l'un des réalisateurs les plus populaires de ce pays. Von Trier est d'ailleurs connu pour être un fervent admirateur de Dreyer. Il l'a déclaré plusieurs fois en interview et il a notamment, comme je l'ai dit plus tôt, adapté son scénario de film sur Médée sur le petit écran. Dreyer est un réalisateur très important pour comprendre l'histoire du cinéma. Il a sauvé l'industrie cinématographique danoise à une époque où elle était littéralement en train de mourir, les Danois préférant importer les films des États-Unis plutôt que de faire les leurs. Sa filmographie regorge de films très intéressants, mais c'est bien la Passion de Jeanne d'Arc qui en est la pièce la plus importante et la clé essentielle pour comprendre le personnage, ainsi que les thèmes qu'il aborde dans ses films, à commencer par l'imagerie chrétienne. La passion du titre est à prendre au sens christique du terme, autrement dit la souffrance que le Christ a ressentie crucifié sur sa croix, celle qu'il a endurée pour les péchés de l'humanité et pour son salut. Jeanne est comparée au Christ à de très nombreuses reprises dans le film. Le comportement abject des prêtres envers Jeanne est similaire à ceux que les Romains ont eu envers le Christ. Les deux ont été fustigés de fausses accusations au cours d'un procès expéditif dont l'issue était déjà scellée avant même qu'il ne commence. Et il y a également ce plan que je me dois de mentionner. Le plus célèbre du film est celui dont est issue la photo de Jeanne sur l'affiche. Elle a lieu durant la scène où Jeanne est torturée. Ses bourreaux, pour se moquer d'elle, lui mettent une couronne qui rappelle énormément la légendaire couronne d'épines, une relique sacrée de la religion chrétienne que le Christ porta avant sa crucifixion. Antonin Artaud, un écrivain connu pour ses productions théâtrales et qui joue un prêtre dans le film, dit à propos de la Passion de Jeanne d'Arc: le film montre Jeanne être victime de la plus terrible des perversions, la perversion d'un principe divin par les hommes, le gouvernement ou l'Église. C'est un film qui montre des prêtres se servir de leur autorité pour oppresser une innocente. Ça rejoint un peu le nom de la rose dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo. Je suis sûr que c'est une situation que vous avez tous expérimenté au moins une fois dans votre vie. Vos parents vous ont peut-être réprimandé pour quelque chose que vous n'aviez pas fait, ou vous êtes fait prendre en sandwich par plusieurs personnes qui vous ont accusé d'une chose sans vouloir entendre votre version des faits. Vous avez été victime de harcèlement à l'école et vous vous êtes retrouvé écrasé par vos professeurs, votre CPE pour vous être défendu la fois trop. Vous allez forcément vous reconnaître dans le personnage de Jeanne et éprouver quelque chose devant ce qu'elle subit au cours du film. C'est en grande partie grâce à la performance de René Falconetti. Vous ne pouvez pas connaître l'histoire des films muets sans connaître le visage de René Falconetti. C'est ce que déclara Roger Ebert, un historien du cinéma, au sujet du film, et il n'aurait pas pu dire plus vrai. Ce qui saute aux yeux quand on regarde un film muet, c'est le jeu surexagéré et presque cartoonesque des acteurs, qui emploient de grands mouvements et des expressions faciales particulières. L'absence de dialogue obligeait les acteurs à exagérer afin que leurs émotions soient bien transmises, et à l'époque, le cinéma n'avait pas encore développé le jeu plus subtil que l'on connaît aujourd'hui. Développement qui a indéniablement commencé grâce à la Passion de Jeanne d'Arc. Falconetti a mis son âme dans le rôle de Jeanne. Si les prêtres du film sont caricaturalement méchants, son jeu sort du lot. Toutes ces expressions sont si puissantes, émotionnelles et en même temps tellement vraies. Chaque larme qu'elle verse, chaque fois qu'elle écarquille les yeux sont des moments qui donnent toute la force à ce film. On raconte que pour donner une telle performance, Falconetti aurait été maltraité par Dreyer, qui l'aurait notamment obligé à s'agenouiller sur des rochers. Ce qui est faux. Ces rumeurs datent des polémiques qui ont accompagné la sortie du film, et elles ont été démenties par sa fille dans le documentaire My Métier que j'ai mentionné plus tôt dans la vidéo. Et ça, j'en viens au point le plus important, celui qui a fait de la Passion de Jeanne d'Arc un film ayant bouleversé l'histoire du cinéma, sa réalisation. Dreyer a reçu beaucoup d'éloges pour sa réalisation qui était en avance sur son temps. Le film utilise beaucoup de gros plans pour accentuer les émotions des personnages et rendre les prêtres repoussants en mettant l'accent sur des traits peu gracieux de leur visage. Le film brille aussi par son montage. Les coupes abruptes et le défilement ultra rapide des plans étaient très novateurs pour l'époque. Et ça nous représente bien la perspective de Jeanne qui est littéralement lynchée par une meute de prêtres en colère. Le film profite aussi de l'effet coup de chauve. Cette technique qui change l'émotion véhiculée par un plan en fonction de ceux qui sont juxtaposés à lui. Par exemple, les scènes de torture montrent le visage de Jeanne effrayée succédé par un zoom sur des instruments de torture. Ce qui donne l'impression que ces machines se rapprochent d'elle alors que les plans ont été tournés à part. Dire que la réalisation de Jeanne d'Arc était en avance sur son temps est en réalité un euphémisme. En fait, ce film était carrément visionnaire. Sans lui, pas de dans Citizen Kane, et pas non plus toutes les scènes de torture construites comme celle de la Passion de Jeanne d'Arc que vous avez vu des dizaines de fois au cinéma, sans parler de toute l'imagerie chrétienne qui a été reprise par de très nombreux films. C'est l'un des films ayant donné ses lettres de noblesse au cinéma, et ayant montré au monde entier le potentiel artistique et créatif de ce médium. Grâce à lui, le cinéma a commencé à construire ses propres codes pour se détacher du théâtre. Alors, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous attendez pour aller voir ce film? C'est une œuvre génialissime qui a bouleversé l'histoire du cinéma. Après l'avoir vu, je peux vous assurer que vous allez revoir tous vos films préférés avec un regard vraiment neuf. En plus, comme il est passé dans le domaine public il y a déjà un moment, il n'y a plus de droit d'auteur sur lui, ce qui fait qu'il est facile d'en trouver d'excellentes versions et ce de manière légale et gratuite. Je vous mets un lien dans la description pour le voir, lui, ainsi que d'autres films que j'ai mentionnés dans la vidéo qui valent également le détour. Passons à la conclusion.
C'est le passage obligatoire de toute vidéo sur la passion de Jeanne d'Arc, mais ce film montre l'importance de la préservation du patrimoine cinématographique. Et si la copie de la Director's Cut n'avait pas été retrouvée dans cet asile psychiatrique, il serait encore perdu aujourd'hui. Ce qui personnellement a fait remettre en question l'histoire du cinéma en général. Imaginez si les films perdus de Murnau et de Méliès que j'ai mentionnés au début de la vidéo étaient encore accessibles aujourd'hui. Peut-être qu'ils auraient chamboulé l'histoire du cinéma, donnant naissance à des films que nous ne verrons jamais. Peut-être qu'on adulerait Edwards à la place des autres réalisateurs que j'ai cités dans cette vidéo. Je ne le dirai jamais assez, mais chaque film qui arrive à l'étape de la diffusion est un miracle. Tant il y a de choses qui peuvent tuer un projet dans l'œuf ou l'empêcher d'atteindre nos mirettes. Alors chérissez vos films préférés, réjouissez-vous de la chance incroyable qui a été nécessaire pour mener sa production à son terme, car vous ne savez pas pendant combien de temps encore vous allez pouvoir les aimer.